Hello tout le monde et bienvenue sur Force et Conversion, le podcast CRO sur la conversion e-commerce qui dévoile les coulisses des e-commerce à succès. Nous sommes vos humbles serviteurs, Pablo et Laurent. Salut Laurent. Salut Pab. Aujourd'hui, on accueille le cofondateur d'une DNVB en plein essor. Il débute sa carrière en tant que web analyste et CRO en agence et se lance en parallèle dans le e-commerce. Puis il décide de quitter son CDI pour lancer Naali en 2021. Naali, c'est l'histoire d'une réussite fulgurante dans le monde du e-commerce avec un concept unique, la safranothérapie. Ils commencent avec un produit phare, leur gummies anti-stress au safran, et en moins de 2 ans, ils élargissent leur gamme à 4 produits, avec 4 autres produits en préparation pour cette année. Leur dernière nouveauté, une formule collagène au safran, est un véritable succès avec 20% du stock écoulé en 2 semaines. Mais Naali, c'est aussi une entreprise engagée. Leur safran provient d'Afghanistan et chaque achat contribue à soutenir l'éducation des femmes afghanes. Nous sommes ravis de discuter avec l'innovateur, le stratège, celui qui a su faire d'une idée une réalité florissante. Bienvenue sur le podcast Karim. Salut les gars, salut Laurent, salut Pablo. Merci beaucoup pour la présentation, vous m'avez mis bien, donc enchanté et puis hâte de faire ce petit échange avec vous. Hello Karim, t'as vu, on t'a mis tapis rouge là. Ah ouais, là va falloir assumer. Tapis orange, couleur safran, il t'a mis là. Non, pas de pression, on est entre nous Karim, mais ça fait trop plaisir de t'avoir en tout cas. Merci pour ton temps. Et on a quelques questions à te poser sur Naali et comment tu gères un peu la conversion de Naali. Et la première question qu'on voulait te poser, est-ce que tu peux justement nous reparler un peu de votre business et nous expliquer un peu ce que vous faites et ce que vous vendez? Ok, alors en fait, comme tu l'as dit, donc nous, c'est vraiment donc une marque qu'on a lancée très récemment. Donc, on a lancé le site en novembre 2021. Ouais. Par contre, c'est un projet sur lequel on travaille, nous, depuis 2019. Et donc, Naali, donc, comme tu as dit, en fait, on a développé donc, la safranothérapie. Qu'est-ce que c'est, en fait? Pour faire simple, c'est vraiment, en fait, le soin et le bien-être par le safran. En fait, nous, on a, voilà, parmi les cofondateurs, on a donc un de nos cofondateurs donc, qui vient d'Afghanistan, donc qui a accès là-bas à du safran, qui est certifié meilleur safran du monde. Et pendant un de ses voyages, pendant ses vacances d'été, en fait, il s'est demandé comment on pourrait justement venir en aide à ce pays-là. Tu vois, donc quand on parle d'Afghanistan en France, ou même quand tu vas sur Google Images, tu vois que des images de guerre, de terroristes, de ruines, de destruction, tu vois. Et lui, en fait, il voulait justement arriver il pouvait apporter quelque chose à son pays, tu vois. Leur apporter, on va dire, une opportunité, une richesse, tu vois. Et pendant un de ses voyages, il est tombé sur cette épice, le safran. Et donc, c'est là qu'il nous a dit, les gars, moi, je pense qu'on peut faire quelque chose avec. Donc, on a commencé à réfléchir. Et de fil en aiguille, en parlant avec des gens autour de nous, notre réseau, on s'est dit, on s'est rendu compte que le safran avait des vertus thérapeutiques, donc sur le stress, le sommeil, la sexualité, tout ce qui était cycle menstruel, mais encore plein d'autres. Et donc, on s'est dit, faisons une marque de compléments alimentaires, de santé, de cosmétiques, vraiment une marque généraliste de bien-être autour du safran. Et vous aviez un formulateur dans l'équipe ou une personne qui avait déjà, enfin qui a un peu insufflé cette idée des compléments alimentaires et qui voyait un peu comment le mettre en place? Non, pas du tout. Ou... Nous, on est vraiment de formation d'ingénieur, marketing, Ok. chimie, tout ça, un peu projet. Mais justement, c'est dans notre réseau que on avait des médecins, des pharmaciens, des docteurs, et avec eux, on a échangé. Ils nous ont dit, vous savez, je sais pas si vous êtes au courant, mais le safran, c'est une plante qui est utilisée chez les Chinois, les Arabes, les Iraniens, les Grecs, les Romains. Donc, potentiellement, il y a quelque chose à faire avec, tu vois. Ok. Ok, Super top. intéressant. Top. Ok, écoutez, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que Karim, déjà, pour introduire, parce qu'on va beaucoup parler de conversion et de Shopify et de comment optimiser son site web, est-ce que déjà tu pourrais nous dire à propos du CRO, est-ce que c'est quelque chose que tu connaissais déjà avant ou quand est-ce que tu l'as découvert et est-ce que dès le début, en fait, j'imagine que oui, tu as commencé à bosser la conversion de ton site web? Alors nous, si tu veux, la boutique Naali, en tout cas, c'est pas notre première boutique. Donc avant ça, on a déjà eu pas D'accord. mal de boutiques. Et moi, ça doit faire quoi? Ça va faire presque 6-7 ans que je m'intéresse à tout ce qui est e-commerce. Et je fais énormément de veille, notamment sur le marché des États-Unis. Donc, si tu veux, en fait, dès que j'ai créé Naali, tu vois, j'avais déjà en tête que le CRO, tu vois, ça allait être un des pans, tu vois, de notre travail. Tu vois. Donc, je savais dès le départ tu vois, en fait, il fallait que ta boutique soit optimisée un minimum, tu vois, pour que le trafic que tu reçois depuis les ads ou en référencement naturel ou autre puisse convertir. Donc, ouais, donc dès le début, on a essayé de travailler un peu ça. Après, au début, quand on a commencé, forcément, tu n'as pas non plus un grand budget. Et puis, Ouais. tu as aussi le fait que le CRO, on va dire que chaque boutique a un CRO différent dans le sens où chaque boutique a une audience différente, des clients différents. Donc, ils ne vont pas réagir de la même façon à certains codes. Donc, au début, c'était un peu compliqué, tu vois. Donc, on a fait comme on a pu, simplement, tu vois, Ouais. avec des petites retouches par-ci par-là, par exemple, renforcer la preuve sociale,
mettre des avis clients un peu partout, mettre des avis un peu de docteurs, de médecins, mettre des images de pharmaciens, tu vois, pour essayer de renforcer ça. Après, quelques petits hacks classiques que tout le monde fait. Ouais. Mais voilà, donc dès le début, c'est vraiment quelque chose qu'on avait en tête. On n'a pas forcément les moyens ni le temps au début. Forcément, c'est quand tu lances ta marque, c'est un peu compliqué de tout faire en même temps. Mais là, tu vois, je pense que pour 2024, ça va être vraiment un gros projet de Naali de vraiment améliorer ce CRO. Ok, parce que je me souviens au début, vous aviez un site qui était très correct sur Shopify, mais qui restait assez simple, avec une marque sympa, mais enfin, en fait, c'était un site qui restait assez simple, mais efficace, avec, je crois, un ou deux produits tout au plus. Il me semble, je me souviens que vous aviez quand même un taux de conversion qui était très bon. Est-ce que ça, tu sais pourquoi? Est-ce que c'est lié un peu à la partie acquisition que vous faisiez? Est-ce que vous aviez je sais pas, des canaux d'acquisition qui marchaient bien? Ou est-ce que vous aviez un alignement entre l'acquisition et l'offre derrière? Non, Comment justement, ça se passait? j'aurais plutôt tendance à dire que c'était plutôt l'inverse au début. Tu vois, en fait, nous, on a commencé, on a fait un gros site justement avec une agence, tu vois. Ah, ok. Au début, c'était plutôt au contraire un taux de conversion qui était pas ouf. On était sur du, tu vois, du 1,5, enfin, en tout cas, on était inférieur à 2%, tu vois, en moyenne 1,5%. Et du coup, pour le coup, on avait fait un gros site en agence avec une agence de DA et tout, donc il nous a coûté bien cher, tu vois. Donc, par contre, il n'y avait pas de souci, hein, le site était super joli, super clean, ça correspondait au brief qu'on avait fait, tu vois. Mais en fait, je pense qu'on a fait ce travail un peu trop tôt dans le sens où, qu'en fait, quand on a lancé la marque, on était encore du coup, très très jeune. On n'a pas encore d'idée claire vraiment de notre persona, notre audience. Donc en fait, on a fait un site basé sur des a priori, tu vois. Et on s'est rendu compte en fait qu'il y avait un décalage, tu vois, justement, entre le trafic qui arrivait sur le site et ce que les personnes attendaient, tu vois. Il y avait un vrai décalage. Hmm. Ça, comment on s'en a aperçu? Tu vois, typiquement, je posais des questions, par exemple, en post-purchase, donc après l'achat, donc j'avais un petit questionnaire qui arrivait donc, chez les sur la page de remerciement, où je demandais justement aux clients quelle est l'image que vous avez de Nali après votre achat, pourquoi vous avez acheté chez nous. Et en fait, les réponses qui en sortaient, elles n'allaient pas dans ce que nous on avait imaginé au départ, tu vois. Donc une fois qu'on a fait tout ce travail-là, on a aussi mis un petit sondage Hotjar sur les gens qui quittaient la page sans acheter. Par exemple, Ouais. pourquoi vous avez acheté la page, qu'est-ce qu'il vous manque comme information. Et donc voilà, on a eu plein de réponses, plein d'insights qu'on a analysés. Et de là, donc, on a fait la refonte, qui est actuellement en ligne. On est vraiment du coup parti sur un thème Shopify classique, mais du coup on a vraiment fait en sorte d'optimiser, tu vois, le site en fonction de, tu vois, vraiment de l'image que les gens avaient de la marque, tu vois. Et depuis qu'on a fait cette refonte toute simple, hein, on a pris un thème basique, je crois que c'est le thème Impact, d'ailleurs que vous m'avez recommandé, il me semble, sur Shopify. Euh, Ouais. très très bon taux de conversion, on a augmenté de 50% le taux de conversion, tu vois. Donc c'est super. Alors, c'est pas que le thème, pour bien préciser, hein, c'est pas le thème qui a fait ça, c'est quand même Oui, bien tout le sûr. taf que vous avez fait autour qui fait que vous avez propulsé Ouais. toute la valeur du thème en lui-même, quoi. Mais ouais, mais en tout cas, c'est le thème à bien dans le sens où c'est un thème qui est vraiment optimisé commerce. Tu as vraiment Exactement. plein de fonctionnalités qui sont intéressantes. Ouais, ouais, disons qu'il a facilité le job, en tout cas. Ouais, c'est ça. Clairement. Et d'ailleurs, j'avais une petite question. Tout à l'heure, tu parlais que c'était super important de mettre le bon produit en face enfin, plutôt la bonne personne avec son produit en face. Et si t'arrives pas à faire le bon matching, forcément, ça marche pas. Comment vous avez géré? Parce que je me souviens à l'époque que tu avais un taux de conversion qui était aux alentours de 2%, mais en amont, tu avais un taux d'ajout au panier qui était fort. Je crois qu'on était proche des 10%, enfin entre 8 et 10% d'ajout au panier, parce que tu faisais de l'influence. Donc, je crois que vous passiez par des micro-influenceurs et les Ouais. un peu médium influenceurs. Comment tu as géré un petit peu cet aspect-là? Parce que c'est vrai que c'est pas évident de passer par ça. En général, les gens préfèrent le classique Facebook Ad. Bon, maintenant, ça devient aussi TikTok Ad. Comment t'as géré un petit peu cet aspect-là? Est-ce que tu peux juste reformer ta question pour être sûr que j'ai bien compris la question? Ouais, en fait, au départ, donc vous étiez sur un trafic qui venait majoritairement des influenceurs, donc c'était des shots, hein, shots d'influenceurs. Mhm. Et comment vous avez fait pour gérer cet aspect-là? Parce que là, tu contrôles clairement le trafic, puisque tu sais vers quel influenceur tu renvoies ta demande, et tu sais plus ou moins l'audience qui est là, en fait. Donc, quelque part, tu peux quand même soumettre le bon produit à la bonne personne. Tu vois, là actuellement, on va dire que Meta, tu vois, ça reste quand même notre canal principal, tu vois, de dépenses publicitaires. Mais tu vois, on a quand même on commence à accélérer vraiment, vraiment sur l'influence. Comme tu as dit dès le début, au début, on a quand même pas mal galéré au niveau de l'influence, tu vois, parce que pareil, tu vois, c'est dans la même lignée que, tu vois, on s'était mis a priori dans la tête par rapport au site web, par rapport à l'image que les gens voulaient.
On s'était également mis, tu vois, des préjugés dans la tête des influenceurs avec lesquels on voulait travailler. Donc, on a booké des gros influenceurs qui nous ont coûté tu vois, des dizaines de milliers d'euros et sur lesquels on pensait avoir des très forts retours en conversion. Et puis au final, il n'y a pas eu grand-chose. Tu vois, on était sur des ROAS à 0,15, tu vois, donc incroyable, tu vois. Ouais. Ouais, donc ouais, un gros flop, quoi. C'est ça. Donc C'était bon, des après, influenceurs. Ouais. pardon. C'était des influenceurs, pardon Laurent, c'était des influenceurs qui donnaient des codes promo et il fallait juste que tu viennes saisir ton code promo. Ouais, ça, en gros, ils avaient un code promo et après, ils avaient aussi un lien avec des paramètres UTM, donc on peut vraiment traquer, tu vois. Mais typiquement, Ok. on a bossé avec des influenceurs, tu vois, qui avaient 700 000 abonnés. En plus, c'était pas forcément des gens de la télé-réalité, hein, c'est des gens que, vu que nous, tu vois, on est une marque éthique, forcément, on a cherché des influenceurs qui avaient des valeurs éthiques, les mêmes valeurs que nous. Donc, Ouais. tu vois, tout ce qui est télé-réalité, c'était mort direct. Hmm. Donc, on est passé voilà, quand même avec des influenceurs, tu vois, qui avaient par exemple 600 000 abonnés. Mais le lien UTM, tu vois, générait 50 vues, tu vois, 50 clics. Donc, tu vois, donc bon, on a pris une grosse claque, tu vois. Mais après, donc voilà, donc on a vraiment essayé de retravailler notre cible. On a eu des contacts de très bonnes influenceuses, justement des micro-influenceuses qui sont vachement proches de leur audience. On leur a envoyé les produits. Elles ont kiffé les produits parce que voilà, nous on travaille qu'avec des gens donc, qui testent nos produits et qui les valident. Parce que toujours dans la même lignée, donc d'avoir des valeurs, d'avoir de l'éthique. Tu vois, c'est pas intéressant de travailler avec une personne qui fait un placement pour faire un placement. Ouais. Donc elles ont reçu les produits, elles ont utilisé sur eux, dans toute la famille, elles ont kiffé les produits. Et donc ça a permis vraiment on va dire, de retrouver espoir en l'influence. Et aujourd'hui, on est en train d'accélérer sur ce côté-là. Ok, purement Insta, donc très peu Facebook, j'imagine. Pour les influenceurs ou on va dire pour le trafic en général? Pour le trafic en général, tu considères à peu près comment le ratio? Là actuellement, non. Actuellement, quand même, on est quand même sur du 70%, tu vois, donc Meta Ads et 30% influence, tu vois. D'accord, oui, donc forcément. Et donc toi, 70-30. Et donc, bah, comment tu gères, pour rebondir par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est pas évident, comme tu as quand même des shots de trafic, ou donc quand tu fais une promo, bah, forcément, tu as un trafic énorme sur les sites. Et après, quand tu retombes, une fois que la promo est passée, bah, tu reviens sur ton trafic lissé qui est, en gros, Facebook Ads reprend la main, tu vois. Mais comme c'est que 30% de ton trafic, comment tu fais pour gérer tout ce qui est A/B test et tout, sachant que tu as une fenêtre très courte où tu as ton cœur de trafic qui débarque, quoi. Ouais, ça c'est une question que, tu vois, que justement je m'étais posée, c'est que forcément quand tu fais de l'influence, on va dire, tu vois, vu qu'on travaille avec des profils dont les audiences sont vachement engagées, c'est-à-dire que c'est difficile en fait de faire un A/B test là-dessus parce qu'en fait, je me dis que quel que soit le test qui est en cours, les personnes vont acheter, tu vois, parce qu'en fait elles ont confiance en l'influenceuse, donc ça veut dire donc c'est pas le meilleur moment pour tester. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que quand on fait du A/B test, en fait, on n'envoie que le trafic froid là-dessus, tu vois. Ok. Donc en fait, on crée vraiment une URL séparée. Et puis, c'est l'URL qu'on va renseigner sur Facebook, TikTok, Snapchat. Et du coup, il y aura vraiment que du froid qui arrivera là-dessus. C'est vachement intéressant cette stratégie de vraiment segmenter, de dire voilà, ça c'est le trafic froid, on peut A/B tester tranquillement, Ouais. sereinement. Et ça, c'est le trafic un peu tendancieux parce qu'on ne sait pas vraiment l'audience qui va débarquer. Donc, c'est pas si pertinent que ça au niveau des résultats, quoi. Ouais, parce que Et la tu vois deuxième directement question, pardon, je te coupe, tu vois directement dis-moi. quand tu fais un placement d'influence, ton taux de conversion, il fait x2, x3, tu vois. Ouais, il Quand on faisait de flambe direct l'influence, des plus que fois, on avait du forcément. 10%, tu vois. C'est ça, ouais, parce que en fait, Mhm. l'audience est tellement engagée que les gens achètent directement, tu vois. Ouais, et d'ailleurs, ma question pour terminer sur ce sujet-là, après Pablo il va reprendre la main sur les prochaines questions, mais quand tu envoies un fort trafic qui vient d'un influenceur avec un code promo, je sais que Shopify, surtout en mobile, le code promo est planqué dans le checkout, dans un petit menu déroulant, tu vois, dans voir les détails de ma commande. Comment, bah, j'imagine que vous perdez énormément de gens qui trouvent pas où mettre le code promo, et comment tu as géré cet aspect-là, parce que ça, c'est un détail important pour la conversion. Ouais, ça c'était un détail important. Donc je me suis rendu compte, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait appel à un dev, tout simplement. En fait, on a dev, en fait, comment dire, il a dev une fonctionnalité en fait qui permet de rentrer le code directement dans le panier, dans le slide de carte. Ah oui, tu te rappelles, on avait fait Ah, ça, je Pablo vois. aussi, avec Richard, hein. Je suis Et dessus ça, là. franchement, il y a pas Mm. mieux. Franchement, c'est que la personne met directement son code dans le panier, comme ça, elle voit directement en plus le prix Ouais. qu'elle va payer. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Et là, nous, maintenant, ce qu'on fait aussi, on a fait un A/B test aussi. On en parlera peut-être après, mais en ce qui concerne les frais de livraison, tu vois. On a Mhm. testé, on a testé différents niveaux de frais de livraison, dont un niveau offert. Et on s'est rendu compte qu'avec livraison offerte, ok, donc tu perds un peu de marge, mais en termes de conversion, on a pris entre 15 et 20%, tu vois. Donc il n'y a pas Ah, la de. vache. C'est-à-dire que tu as A/B testé entre livraison offerte à partir d'un certain palier et livraison offerte directe d'entrée? C'est ça, c'est ça. Donc, mais maintenant, du coup, nous, on a la livraison à partir de 0 €, quoi. Ah Donc, oui, ouais, on voit sur la barre de progression à partir de 0 € dans le slide card, c'est tu ça, vois, c'est ça. livraison offerte. Ouais. Ouais, la livraison, malheureusement, c'est le critère numéro un. La Ouais, livraison offerte, c'est même devenu un ouais, c'est ça. critère obligatoire en e-commerce, Ouais, quasiment. Donc,
Il y avait une étude qui était assez rigolote, c'était ils avaient pris 2 produits. Un produit qui était plus cher, mais livraison offerte, et un produit qui était moins cher, mais il fallait faire payer la livraison, donc ça revenait exactement au même. Mm. Et le produit, la livraison offerte plus chère, avait carburé, mais genre Bien quasiment sûr. de Ouais, j'ai vu ça, 30%, ouais. c'était la folie. Ouais, c'est psychologique, c'est que les gens veulent payer vraiment que le prix du produit, quoi. Mm, Exactement. clairement. Exactement. On avait une question, Karim, Dis-moi. assez importante pour nous. Je pense que les gens qui nous écoutent ont déjà rencontré cette problématique. C'est, donc vous avez commencé Naali avec beaucoup, enfin c'était surtout du monoproduit, donc vous aviez peut-être un ou deux ou voire trois Mm. produits, mais c'est avec Absolument. surtout les gummies qui étaient mis en avant. Aujourd'hui, vous avez plus de produits et vous allez en avoir encore plus. Est-ce que ça a été une difficulté pour toi de passer du monoproduit à plusieurs produits? Pas forcément d'un point de vue business, j'imagine que oui, c'est des difficultés avec la livraison et tout, mais plus sur la partie vraiment site et parcours utilisateur sur ton site. Est-ce que voilà, est-ce que tu t'es pris la tête avec ce point-là et comment tu as réussi à le gérer, quoi? Bah, comme je te dis, nous, c'est un peu différent dans le sens où, tu vois, ben, on a déjà fait du commerce avant, donc on savait déjà un peu où est-ce qu'on allait aller. Et en fait, tu vois, moi, c'est un point bah, justement sur lequel j'avais profondément même insisté avec l'agence qui a fait le site. C'était Ouais, leur dire que, donc là, ok, on n'a qu'un produit, mais on veut absolument pas un site monoproduit. C'est-à-dire qu'on sait que, tu vois, dans 6 mois, 7 mois, on va avoir de nouveaux produits qui vont arriver. Donc, il fallait que, vraiment, en fait, qu'on ait un site, on va dire, qui soit pas monoproduit. Comme ouais. ça, dès qu'on reçoit nos produits, ben, on puisse facilement faire le switch. Et T'avais c'est voilà. anticipé, t'avais Ouais, ouais, anticipé c'est le ça. truc en fait. Ouais, Ouais, en fait, ok. tu vois, en fait, vraiment, tu sais, vu qu'on a une expérience en e-commerce déjà de Ouais. 4-5 ans, tu vois, on savait déjà, en fait, on était capable, si tu veux, d'anticiper ce qui allait arriver, tu vois, les Ok. probables problématiques. Et ça, du coup, l'agence, elle l'a adressé cette problématique-là ou ils ont pas réussi à le faire ou comment ça s'est passé? Bah, du coup, en fait, on avait quand même un site qui faisait très multi-produit, si on veut dire, mais pour le coup, Ok. c'était un seul produit, quoi, tu vois. Et quand tu dis ça faisait très multi-produit, t'as un exemple en tête là? Je sais pas, c'est dans le menu ou c'est dans la façon dont le site était construit ou c'était quoi en fait qui faisait que Ouais, ça ça, faisait? c'est dans le menu, dans la barre de navigation. Bah, après, forcément, juste, en fait, on va dire, en fait, si tu veux, on avait tout de similaire à un site avec plusieurs produits, sauf en fait qu'il n'y avait pas, il y avait pas de, tu vois, la section genre les meilleures ventes ou nos meilleures collections, tu Ouais. vois. Il y avait juste simplement cette section qui n'était pas là. Et Ok. après, du coup, ben, c'est la seule section qu'on a rajoutée pour une fois qu'on est passé vraiment sur du multi-produit. Ouais, donc en fait, dans le menu, dans le header, dans le menu burger sur mobile, tu avais potentiellement telle collection, aussi tel symptôme, C'est ça, genre ouais. par tel symptôme, etc. Mais au final, ça redirigeait toujours vers le même produit C'est quasiment. ça, c'est ça, c'est ça. Ok. Voilà. Du coup, voilà, on a essayé d'anticiper au maximum qu'on pouvait. Bon, après, c'était un peu de bricolage, mais voilà, ça a fonctionné. Mais voilà, tu vois, comme on savait qu'on allait partir sur un produit, enfin sur un site, une marque avec plusieurs produits, il fallait pas qu'on en plus, c'est un site qui a coûté cher, tu vois? Donc il fallait pas Ouais. qu'ensuite on doive repayer un autre site pour repasser sur du Ok, multiproduit. C'est quelque tu chose m'étonnes. qu'on avait anticipé. Et par rapport à ça, imagine, donc tu étais un monoproduit, plus ou moins hybride, et tu passes à un multiproduit où là, tu as plusieurs produits à base de safran. Comment tu fais pour pas diluer la concentration des gens? Quand ils arrivent, ils débarquent, ils disent, OK, voilà, je prends un produit à base de safran, mais là, tout d'un coup, j'en ai 5 devant les yeux, je sais pas lequel choisir, tu vois? Ouais, ça c'est pareil, c'est une problématique aussi qu'on s'est posée. Pour l'instant, il y a pas trop la question. On a beaucoup de gens, bah, justement qui cumulent les cures. Après l'argument essentiel, tu vois, en fait, c'est que, bah, tu vois, en fait, on vient renforcer, tu vois, chaque produit avec d'autres actifs, d'autres ingrédients qui vont justement renforcer on va dire, qui viennent renforcer la L'individualité, ouais. voilà. Et après, tu vois, on a quand même des produits qui sont quand même très différents en termes de bénéfices. Tu vois, tu as un collagène qui est pour la peau. À côté, tu as un produit anti-stress, tu vois. Donc, en général, quand quelqu'un vient, tu vois, ils savent, enfin, tu vois, ils vont pas hésiter, tu vois, entre un produit pour la peau et un produit anti-stress. Ils savent pourquoi ils sont là, tu vois. Ok, je comprends, ouais. Donc pareil, et par rapport à ça, comment t'as fait? Parce qu'avant, c'était simple, tu avais un produit, tu le balançais à tous les micros-influenceurs et médium influenceurs. Maintenant, tu en as plusieurs. Comment tu fais? Tu essaies de répartir en fonction des bénéfices produits dans les différentes niches? Non, bah, si tu veux, en fait, notre 1er produit là, le anti-stress, Orange, les gummies, anti-stress, ça reste le best-seller, Mhm. tu vois? On est connu par ça, tu vois? Franchement, dès Mhm. que même quand un influenceur nous contacte de lui-même, il nous parle de ce produit-là, tu vois? Donc Mhm. en général, ça reste le produit, principal sur lequel on va axer tu vois, la communication. Mhm. Et après voilà, après ça va soit être de l'upsell, du cross-sell, de l'email, du SMS, tu vois? Des pubs, DPA. Mais voilà, on va dire que, actuellement, tu vois, 80 du budget dépensé, ça reste sur, Sérénité, tu vois? Parce en plus de ça, c'est le produit, tu vois, c'est le produit, on va dire, c'est le produit, tu vois? En fait, quand quelqu'un pense à Nali, il pense à ce produit-là, tu vois? C'est vraiment le Il pense produit aux gummies. voilà, qui représente la marque. Ok. Alors, OK. là, tout à l'heure, ce qui était intéressant, c'est que tu nous parlais de. Tu as mis en place des choses qui sont cool pour le CRO, donc ça, c'est déjà vraiment très bien. Tu as mis en place le questionnaire post-achat.
as mis en place l'exit pop-up où tu demandes un Ouais. petit peu un sondage, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous avez un abandon de parcours. Et également, tu fais de l'A/B test. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as mis qui te permettent d'essayer de gratter à chaque fois des points de conversion petit à petit en t'apercevant d'insight ou autre? Il y a pas mal de choses que j'ai mis en place, ouais. En tout cas, il y a même enfin, pour moi, une des tâches qui m'a pris beaucoup de temps, mais qui malheureusement a pas eu les résultats escomptés, c'est les landing pages. J'ai testé Mhm. énormément de landing pages moi, parce que, Ok, tu sais, comme je l'ai dit au début, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de veille aux États-Unis Ouais. et aux USA, tout ce qui est landing page, là-bas, ça marche de fou. clairement. Ouais. Ils ont des taux de conversion qui sont hallucinants. Donc, j'ai essayé de moi de genre franchement, sans te mentir, j'en ai fait peut-être des dizaines et des quinzaines, tu vois, sur Replo, sur Zipify, sur Gempage, voilà, j'ai toutes les sauces, mais malheureusement, tu vois, j'ai jamais eu de taux de conversion en froid qui convertissait plus que la page produit. Donc ça, pareil, tu vois, donc ça va être un gros travail 2024, tu vois. Intéressant. Essayer de vraiment travailler sur landing page. Après, est-ce que c'est un secteur qui correspond pas à ce type de page? Est-ce que c'est le marché Peut-être. français qui est pas encore éduqué sur landing page? Donc, ouais, il y a plein de questions que je me pose, que je vais essayer de travailler en 2024. Mais si on parle des choses qui ont marché, on va dire un des gros tests qui a le plus marché pour nous en termes d'augmentation et de taux de conversion, c'est d'avoir AB testé le prix, forcément, tu vois. Mhm. On a utilisé donc une application sur Shopify qui s'appelle Intelligence. Exact, ouais. Et T'as en fait genre gros, 3 A/B tests de prix, c'est ça, en petit, gros. moyen et gros, et ensuite t'as affiné entre celui qui a marché le plus. C'est ça, en gros, j'ai testé trois groupes, donc forcément qui recevaient 33% du trafic en froid chacun. Exact, Donc, ouais, ouais, le standard. je précise bien en froid parce que voilà, donc j'ai pas envoyé l'influence là-dessus parce que forcément l'influence, quel qu'aurait été le prix, ça aurait reconverti. Donc vraiment Ouais. du froid, j'ai envoyé vraiment du froid là-dessus. Et après, donc eux, ce que eux recommandent, donc c'est pour avant de prendre une décision, c'est d'avoir au moins 150 commandes par groupe. Ok. Donc on a fait ce travail-là, donc ça a été plus ou moins rapide selon le trafic forcément que tu reçois. Et en fait, après, du coup, nous, on s'est basé sur le revenu par session, ok, parce que pour moi, c'est la variable qui est le plus parlante, hein. Donc forcément, quand on Le fait fameux le test, RPU, quoi. Ouais. ouais, c'est ça, ouais. Moi, j'appelle ça RPS parce que je suis souvent en anglais, mais ok. Mais du coup, on s'est rendu compte que quand tu diminues ton prix de 5 euros, ton taux de conversion faisait presque x2, tu vois. Donc, Ouais, mais ton panier moyen, c'est pour ça que c'est un peu intelligent de le voilà, faire justement par revenu par utilisateur ou par session. c'est ça. Parce que tu as quand même une sorte de vase communicant. Certes, ton panier Ouais, moyen, il baisse, mais ton taux de conversion, il augmente. Donc, c'est pour ça qu'il faut voir sur c'est ça, la globalité, quoi. c'est pour ça qu'il faut parler de taux de conversion, il faut parler des paniers moyens, c'est pour ça que nous on se concentre vraiment sur le revenu par session, tu vois? Exactement, Heu, ouais. Et avec Intelligence, tu peux suivre ça, Karim, du coup? ouais, ouais, il te remonte le après bon celle-là, moi je l'ai utilisé il y a peut-être 4-5 mois, donc après Ouais. je pense que ça a quand même encore bien évolué, mais déjà il y a 4-5 mois, tu avais l'AOV, enfin le panier moyen, tu avais le taux de conversion et tu avais, forcément le revenu par session, tu vois? Ok, que tu calculais derrière, ouais. Ok. Non, eux te le fournissent. Eux te le fournissaient? Ouais, Ok, ils te ça le marche. fournissent directement, tu vois? Je pense qu'ils sont calés, je pense qu'ils savent que c'est une des métriques les plus importantes quand tu fais du A/B testing. Et tu vois, on s'est rendu compte qu'il y avait presque 20 centimes de différence, tu vois, quand tu changeais ton prix de 1 ou 2 euros, tu vois. Donc, sur le revenu par session. Donc, on a baissé un peu le prix, mais derrière, le revenu par session a augmenté, je crois, de 25%, tu vois, donc c'est pas négligeable. Ah, donc en fait, du coup, c'est quoi ce qui a marché le mieux dans le cadre de cet A/B test? C'est en baissant un peu le prix que C'est ça a ça. mieux En marché? fait, on s'est rendu compte qu'en baissant un peu le prix, donc, ok, tu concédais un tout petit peu de marge, mais derrière, tu gagnais beaucoup plus en revenu par session, tu vois. Ok, donc en fait, au final, c'était gagnant, quoi, Oui, dans oui, ton A/B oui, test. oui, Ok. bien sûr, ouais, tu étais largement gagnant, c'est ça, ouais. C'est intéressant, ça. Ok. Et après, tu vois, donc après, bon, la problématique, en gros, si on avait 3 prix, nous, on est parti sur le prix moyen, au milieu, pas le prix le plus petit. Pourquoi? Parce qu'après, nous, actuellement, tu vois, on est une marque que B2C, ok? Donc, on vend essentiellement enfin, on vend 95%, tu vois, sur les commerces. Mais pour 2024, pareil, donc on prévoit d'accélérer en pharmacie. Donc après, quand tu vas en pharmacie, il faut quand même que tu aies une certaine marge pour négocier avec les pharmaciens, proposer des offres, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas non plus parti sur un prix trop bas, parce que du coup, c'est une composante à avoir en tête, c'est que même quand tu fais du commerce, il faut aussi que tu prennes en compte que si tu fais du B2B, tu vas faire des marges, tu vas faire des négociations. Donc Bien il faut quand sûr. même que tu aies une certaine marge qui soit disponible. Après, il y a un truc qui est assez intéressant dans le cadre de votre business, c'est que généralement, et c'est ce qu'on disait dans l'épisode, Laurent, avec Pierre Baptiste, c'est que tu as t'as un peu deux objectifs business en e-commerce en fonction de ton panier moyen. C'est soit tu vends un produit qui est très cher et tu vas chercher à tout de suite avoir un retour sur investissement. Donc, ça va être du one shot. Tu vas faire de la publicité et hop, tu vends le produit. Et donc là, à ce moment-là, il faut avoir un retour sur investissement publicitaire le plus élevé, donc avec la marge la plus élevée possible. Et tu as un autre type de business où là, tu as du recurring et donc tu peux te permettre d'avoir un retour sur investissement qui est plus faible au début,
donc en baissant les prix, en baissant tes marges, mais parce que tu sais que derrière, il va y avoir un recurring et que la LTV est très Ouais, bonne très en fait. énorme. Et donc, Clairement, ouais. et dans ces cas-là, tu as intérêt justement à baisser un peu ton prix, à baisser ta marge pour acquérir beaucoup plus de gens rapidement. Et derrière, tu sais que de toute façon, tu as un recurring qui s'enclenche et donc tu es gagnant au bout d'un an, quoi. Ouais, bah, tu vois, bah, typiquement, tu vois, pour moi, 2024, ça va être les deux gros chantiers de Naali, ça va être le CRO et la récurrence, tu vois. Donc, c'est Ouais. L'abonnement, vous avez mis en place l'abonnement ou non, pas pas encore. encore? Non, pas encore. Du Bah, coup, c'est tu peux t'inspirer, il y en a pas mal qui font ça. Tu as, Ah oui, bah, tu Respire qui fait de l'abonnement, tu as Dijon. Mindology, ouais, Dijo. ouais, Il y en a vraiment un paquet, on pourra t'en donner quelques-uns si tu veux, qui sont ouais, vraiment très bons aussi pour l'abonnement. Je crois que tu avais Mister Roast, un truc de café aussi qui marche ouais, très très bien en abonnement, ouais, ouais, ouais. Ouais, donc là, américain, on va justement travailler pour ça le coup. du coup en 2024, le CRO, la récurrence, parce que tu sais, quand tu vois que ben, l'explosion des coûts d'acquisition froid Bien sur, sûr. sur Meta, sur TikTok, Ouais. la LTV, ça va être le nerf de la guerre, quoi, tu vois. Donc, ok, donc tu vois, Clairement, c'est après ça qui est un peu difficile, tu vois. Enfin, moi, je le sais, tu vois, vu que ben, j'ai une expérience en e-commerce, tu vois, mais c'est un peu difficile au départ, tu sais, on va dire, d'accepter de ne pas être rentable, ni même break-even, tu vois, sur la première vente, et de te dire ben, que ça va arriver après, tu vois. Ouais. C'est ça, tu as beaucoup de commerçants qui ont du mal et qui veulent être rentables. En gros, je fais ma pub, je veux être rentable dès maintenant, tu vois. Alors que ouais, si tu es c'est patient, dur, hein. le C'est mec, il dur, va revenir acheter 2 fois, 3 fois, 4 fois, et là, tu vas être rentable, tu vois. C'est clairement, ça. ouais. C'est ça. C'est sûr que Plus c'est tout un ce qu'il business. faut mettre en place aussi, plus l'emailing, plus le Ouais, SMS c'est ça. marketing, qui te permettent justement d'aller chercher une pseudo rentabilité ou à minima break-even pour par la suite être rentable avec toutes tes campagnes d'emailing et autres, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. Mm. Bon, bah top. Euh, Je pense que Laurent, on va peut-être pouvoir passer aux dernières questions, ou sauf si tu Carrément, voulais ouais. en poser une dernière de ton côté, mais je pense qu'on est Non, pas mal. je pense que Karim, il suit les best practices, il utilise les bons outils, il optimise régulièrement son shop avec les différentes méthodes Ouais. qu'on a pu voir ensemble. Et je Ouais. pense que ouais, on peut parler un petit peu de la veille américaine. C'est intéressant parce que tous les gens en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent un petit peu ce qui se fait autour d'eux, donc dans le marché en question, marché FR ou autre. Mais peu de gens vont voir ce qui se fait aux États-Unis, alors que c'est dommage. C'est là où en gros tous les concepts proviennent. Mm. Ouais, comme tu as dit, moi, ben, franchement, moi, sans te mentir, je fais très très peu de veille sur le marché français. Après, forcément, je vais quand même suivre les gros acteurs, voir un peu leur site, voir un peu s'ils mettent en place des choses pour m'inspirer d'eux. Mais on va dire que ouais, 90% de ma veille, tu vois, ça reste sur le marché américain. Tu vois, des personnes comme, je pense que vous connaissez, Ezra Firestone, Nick Sharma, Ouais, Ouais. Fernandez Sanchez, voilà, des gros noms, soit dans le CRO, dans Meta Ads, ou, voilà, ou même là-bas aussi, il y a une grosse marque, Obvi Collagen, c'est une marque qui vend du collagène, c'est une grosse marque aux US. Et ces deux fondateurs qui font un peu comme vous, ils font des podcasts, ils reçoivent des marques, ils échangent, donc ça c'est super intéressant. Donc voilà. Après, bon, ce qui est un peu compliqué, c'est bah, il faut comprendre que le marché américain est complètement différent du marché français, Ouais. même que ce soit le comportement d'achat. Exactement. Là-bas, c'est des gros consommateurs. Exactement. Ils aiment bien le marketing vraiment agressif, tu vois, c'est pas comme en France où voilà, dès que tu es un peu intrusif, ils viennent t'insulter sur tes publicités. Nous, tu vois, on a beaucoup de commentaires de malveillance sur les pubs. Tu vois, j'ai pas l'impression que ça arrive souvent aux États-Unis. Donc voilà, donc faut prendre ce qu'il y a à prendre et après à essayer de l'adapter au marché français, quoi. Exactement. exactement. Mm. Ouais, c'est un très bon point ce que tu viens de dire. On en parlait la dernière fois dans notre épisode avec Fago. C'est faut faire attention parce qu'il y a des choses qui sont bonnes à prendre dans le marché US. Effectivement, ils ont des e-commerce assez originaux avec des très bons taux de conversion, mais c'est pas la même culture, c'est Ouais, pas les mêmes budgets et c'est pas nous en français, on n'est pas habitué à ces sites-là en fait. Donc c'est tu ça. arrives sur un site US, tu es un peu perdu quand tu es habitué au e-commerce français, tu es paumé en fait. C'est des sites avec des très grands visuels qui prennent tout l'écran, tu as des animations dans tous les sens. Mm, Et pourtant, c'est des sites qui convertissent bien, mais nous, on n'est pas vraiment habitué à ça. Donc, faut prendre un peu avec des pincettes. Faut, comme tu dis, prendre ce qu'il y a à prendre c'est ça. et adapter au marché français. Juste, Karim, je voulais juste revenir sur un point d'avant et le répéter pour l'audience, qu'on soit sûr qu'on n'a rien oublié. Dis-moi si j'ai oublié quelque chose, mais quand tu passes du monoproduit au multiproduit, en fait, si tu as bien préparé les choses, tu as déjà dans ton menu, dans ton header, les différentes. En fait, tu peux voir, tu peux aller chercher les produits par catégorie ou par exemple, comment on appelle ça, par Priorité. préoccupation, Ouais, 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 voilà, par symptômes. Et ensuite, tu disais aussi que ce que tu rajouteras, c'est des sections nos catégories ou nos nouveautés, nos derniers produits, etc. c'est ça. Est-ce que tu vois un autre point dans une boutique à prendre, enfin à anticiper pour avoir du multiproduit à part ce qu'on vient de dire, ou c'est à peu près tout? Si on parle de boutique en elle-même, non, je pense que En fait, dans la navigation de ta boutique et dans le parcours utilisateur. Je- non, ça, en fait, je pense la question, en fait, c'est vraiment ben, dans la mesure du possible, essayer de savoir où tu vas emmener ta marque, tu vois? Et ben, tu vois que je pense que quand tu crées ton site, enfin, quand tu crées ta marque, tu sais
ou pas si tu vas créer d'autres produits, tu vois? Et donc, Ouais. si tu sais que tu vas potentiellement créer d'autres produits dans le futur, essayer d'avoir ça en tête et justement, de construire un site, qui OK. prend ça en compte, tu vois? OK, ça marche. Et bah, écoute, top. Est-ce que tu aurais, des modèles et inspirations? Tu nous as déjà cité quelques noms et notamment le nom d'un e-commerce. On le mettra dans les descriptions de l'épisode. Est-ce que tu as d'autres e-commerce que tu as en tête, que tu regardes dans ta veille et que tu trouves intéressant à nous partager? Moi, que j'aime bien dans ma veille, si on parle vraiment de site e-commerce, bah, ça va être comme chez Obvi Collagène, tu Ritual Ouais, sans S, la marque de vitamines, ouais. Ritual, ça, il est très bon celui-là. Goli, il y a Hydrant, Judai, enfin pas mal de sites comme ça, ouais. OK, top. Bon, on va tout noter dans l'épisode, ça sera intéressant pour les auditeurs de regarder ça et nous aussi on va checker. OK, top. Est-ce que tu as une marque, ou un e-commerce que tu rêverais de voir passer sur le podcast? Que je rêverais de voir, non, mais enfin, pareil, ce serait peut-être pas une marque particulière, mais ce qui serait intéressant, bah, justement, tu sais, pour revenir, tu vois, enfin, vu que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le marché US, Ouais. pourquoi pas une marque française qui s'est lancée aux US aux Ah, pas USA, con. tu vois? Et de voir, Intéressant. ben, quelles modifications on se mettre en place pour, ben, s'acclimater au marché, quelles sont les différences du marché? Est-ce que des choses vraiment différentes? Ou alors est-ce qu'ils ont vraiment laissé le site tel quel et ça marche pareil, tu vois? Donc ce serait intéressant, je pense, de C'est voir ça. possible que tu aies 2 sites, d'ailleurs, quand Ouais, tu fais ça. Tu as c'est un ça. site Ouais. qui est dédié aux Américains, Ouais. avec toute la culture qui va bien, et un site FR où vraiment, Mmh. chacun, il a ses particularités, quoi. C'est ça. Bah, C'est vrai, ouais. Dernière je pense qu'il y a quand même je pense qu'il y a beaucoup de marques en France, tu vois, ben, qui aimeraient bien se lancer aux États-Unis, parce que c'est quand même un gros marché, tu vois? Surtout ce qui est santé, compléments alimentaires, bien-être, c'est un gros marché donc je pense que ça peut être, un truc vraiment intéressant, ouais. Bon, bah, top. Carrément. Dernière question, Karim, avant de se quitter, malheureusement, même si c'est toujours intéressant de discuter ensemble. Comment on fait pour te contacter? Et imaginons un e-commerçant qui se lance, pareil, qui a une grosse vision pour apporter de la valeur sur un projet. Et voilà, il aimerait un petit peu échanger avec toi. Comment on fait un petit peu pour rentrer en contact? Ben, soit m'envoyer un mail, kb@naali.fr ou alors, sur LinkedIn, Karim Boussena, Bouce2na. Voilà. Nickel. Cool. Bon, bah, Karim, c'était hyper intéressant. Merci pour tous ces insights et merci d'avoir pris du temps pour nous et on espère à très vite alors. Et bah, avec plaisir, franchement, j'aurais bien aimé que ça dure un peu plus longtemps, mais bon, on est pressé par le temps donc Ouais, désolé, c'est nous, on essaie de réduire un peu les épisodes maintenant. vous avez raison. Bah, Bon, bah, merci à top. tous les 2. Allez, salut les gars. Ciao. Salut. Ciao, ciao.